Un nouveau numéro de Plateau Foot Europe. Merci de nous retrouver sur la référence sportive. Au menu, le point sur les dernières heures mouvementées du Mercato, notamment au Paris Saint-Germain et à l'Olympique de Marseille. Neymar finalement reste dans la capitale française. Quelle saison attendre du Brésilien? On en parle. Dans la deuxième partie, nous évoquons les 5e et 6e journées des éliminatoires de l'Euro 2020. Et puis, le débat des spécialistes tourne autour des prêts. Est-ce la nouvelle astuce à la mode chez les géants pour contourner le fair play financier? Les spécialistes sont là pour décortiquer tout ça. Ils sont en studio. Herr Nunyama, Guten Morgen. Morgan Ezekiel, bonjour à toutes et à tous. Et Thierry Tengue également en studio. Bonjour. Bonjour Ezekiel et bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Il est aussi avec nous le confrère de Foot Chronique, Félix Ouala. Félix, bienvenue dans PF. Bonjour et bonjour à tous. Angelo Folico est en congé, il est actuellement aux Bahamas, c'est bien ça. Voilà, et Fifi, Assogbavi et Roméo Hitor sont out. Pour la vidéo de cette émission, Et l'homme à Devant, je suis Ezekiel Ayataï, Plateau Foot Europe, le numéro 579, c'est parti. Le mercato estival s'est refermé lundi dernier à 22h temps universel. Et des surprises, nous en avons eu dans les dernières heures, notamment en Ligue 1 où le Paris Saint-Germain a signé 2 recrues phares, Mauro Icardi et Keylor Navas. Messieurs, parlons d'abord de ce dernier, Keylor Navas. Le costaricien s'est engagé pour 4 saisons avec le Paris Saint-Germain pour 15 millions d'euros. Franco Nunyama, Navas au PSG, est-ce un bon choix pour lui ? Bon, je ne sais pas s'il faut parler d'un bon choix ou d'autre chose. Maintenant, il faut dire que c'est un gardien qui a du vécu. Le PSG le voulait parce que là, il va falloir avoir un très gardien lorsqu'on a envie de gagner des compétitions sur l'échiquier européen. Donc, Keylor Navas, c'est beaucoup de titres avec le Real Madrid, dont 3 ligues européennes des champions. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du vécu. Maintenant, pour le Paris Saint-Germain, c'est un grand coup. Et pour Navas, j'ai envie de dire que c'est finalement, on va dire, un choix au rabais parce qu'au départ, il n'avait pas envie de partir. Zidane, à son retour, avait dit qu'il a forcément besoin de Keylor Navas et en avait même fait son titulaire. 2 mois plus tard, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce gardien est parti, laissant la place de titulaire à Thibaut Courtois. Donc voilà, je sais que le Paris Saint-Germain a des ambitions, mais Keylor Navas au Paris Saint-Germain, bon, peut-être en train de préparer la fin de sa carrière. Sinon, si c'est pour gagner des titres, j'en doute fort. Vous ne pensez pas que Keylor Navas au Paris Saint-Germain, c'est mieux pour lui puisque au Real Madrid, il y avait quand même une rude concurrence avec Thibaut Courtois, Thierry Tengue. Ah oui, Keylor Navas au Real, on le connaît, c'était un grand gardien dans ce club de Real. Aujourd'hui, mis à côté avec Zidane qui a choisi Thibaut Courtois, on ne peut que choisir Paris Saint-Germain qui a également la même ambition que le Real Madrid, c'est de remporter la Champions League. Donc ce choix est bien pour ce gardien qui n'a encore rien perdu, même si aujourd'hui il est sur la fin. Je crois que le Paris Saint-Germain est l'idéal club pour lui d'avoir encore une fois cette opportunité de jouer au football et d'avoir ce plaisir-là. Lui-même, il l'a dit, c'est un nouveau défi. Maintenant, il va accompagner ces jeunes avec cette expérience-là. Je crois que Paris Saint-Germain, aujourd'hui, pour Keylor Navas, c'est quand même un bon choix à lui maintenant de prouver de quoi il est capable. Et je crois qu'il va énormément apporté à ce Paris Saint-Germain qui a également ce souci de gardien. Donc c'est un expérimenté. On peut compter sur Keylor Navas. Pourquoi pas cette Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, grâce à Keylor Navas, va aller titiller, pourquoi pas à la demi-finale. Voilà, Félix Ouala, votre avis sur le sujet, Keylor Navas au Paris Saint-Germain? Oui, moi je trouve que c'est un bon choix pour lui sportivement parce qu'une fois que vous n'êtes plus désiré au Real de Madrid, parce que le Real avait déjà signé Thibaut Courtois bien avant que Keylor Navas et bien avant que Zinedine Zidane ne fasse son retour au Real de Madrid. Donc le choix était clair que la direction Florentino Pérez voulait comme titulaire Thibaut Courtois, sans manquer de respect à Thibaut Courtois sur les 3 dernières années ou sur les 3 années où le Real de Madrid a régné sur l'Europe. Keylor Navas a été un grand artisan de ce succès-là. Allez voir ses stats, allez voir tout ce qu'il apporte à cette équipe, ses arrêts, ses claquettes, ses reflets, tout ce qu'il apporte, il a vraiment, vraiment donné à cette équipe. Et quand on vous remercie comme ça, il va falloir plier bagage et aller voir ailleurs. Et
maintenant au PSG de saisir cette chance parce que ça a été un bon coup pour le Paris Saint-Germain. Avoir un geôlier comme Keylor Navas dans les cages, ça donne beaucoup d'assurance parce que Keylor Navas connaît déjà la pression de la Ligue des Champions. Il sait comment se joue cette compétition-là puisqu'il a eu la chance de la remporter 3 fois de suite avec le Real de Madrid. Et il a gagné beaucoup de titres, comme l'a dit mon confrère Franck Nunyama. Il a gagné beaucoup de titres à son palmarès. Donc, venir en Ligue 1, ce n'est pas une maison de retraite pour lui au PSG, mais plutôt un nouveau défi de prouver à ces détracteurs qui lui ont ouvert la porte au Real de Madrid qu'il pourrait encore donner au haut niveau. Voilà, selon les spécialistes, Navas au Paris Saint-Germain, c'est un bon choix. Il pourra apporter énormément à cette équipe. On attendra donc de voir. Alors, l'autre recrue du Paris Saint-Germain, c'est bien Mauro Icardi. Un gros coup pour le PSG qui, dans les dernières heures, a fait venir l'Argentin dans ses rangs. Icardi au Paris Saint-Germain, Franck Nunyama, ça change quoi tactiquement? Oui, on sait que c'est un joueur de caractère, c'est un buteur. Mauro Icardi, tout le monde le connaît sur ce plan. Maintenant, au moment où il arrive au Paris Saint-Germain, on voit un peu du côté de Kylian Mbappé, de Cavani, blessé. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas venu pour cirer le banc. Il va forcément jouer. Donc, ça donne, on va dire, beaucoup j'allais dire, de choix. Ça donne beaucoup, on va dire, de système à Tourelle qui pourrait peut-être varier son attaque parce que là, les deux éléments clés, les deux flèches sont absentes. Ils sont blessés, Mbappé et Cavani. Donc, Mauro Icardi pourrait véritablement relancer le Paris Saint-Germain qui, c'est vrai, a connu un début de saison compliqué. Donc, voilà, en Ligue 1, c'est un bon choix. Et puis, pour la Ligue européenne des champions, c'est un joueur qui est aguerri. Mauro Icardi, il n'a peur de personne, il dit ce qu'il veut, donc je pense que sur ce ça donne plus de côtes à la Ligue 1? Oui, ça donne plus de côtes. C'est un grand joueur qui est arrivé. Il était suivi par beaucoup de clubs, mais finalement, Leonardo, avec ses, on va dire, relations en Italie, a pu convaincre le joueur et il est arrivé. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, sur les 4 dernières saisons, ça fait quand même 91 buts pour Mauro Icardi. Ça veut dire que c'est un attaquant qui est constant, au moins 20 buts chaque saison. Maintenant, il bonde de la tête rapide dans ses enchaînements. Il est aussi doté d'une lourde frappe, on le sait. Alors, l'arrivée de Icardi va-t-elle sonner le glas de Cavani? D'abord, c'est tout bénéf pour Mauro Icardi qui a été mis sous côté au niveau de l'Inter Milan avec tout ce qui s'en est suivi, les banderoles qui disaient il faut quitter. Il a fait le choix. Ce choix, c'est pour aller encore une fois jouer au haut niveau. Quand on sait que c'est un buteur, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, c'est un joueur très constant dans les statistiques par rapport au but. Et aujourd'hui, Mauro Icardi me rappelle un certain David Trezeguet, l'ancien international français qui n'est autre qu'un finisseur. Aujourd'hui, Mauro Icardi, c'est un finisseur. C'est pas cet attaquant-là qui vient prendre la balle dans les pieds pour pouvoir dribbler les défenseurs. C'est un finisseur. Je crois que Paris Saint-Germain a aujourd'hui besoin de ces attaquants-là. Quand on voit la blessure de Cavani, on sent en même temps qu'il y a ce problème d'attaquant, de finisseur, même s'il y a le Camerounais Choupo-Moting qui répond pour le moment en Ligue 1. Conformément, je crois que c'est la Champions League qui a quand même poussé les responsables de Paris Saint-Germain à faire appel à cet attaquant qui va préparer aussi, on va dire, l'avenir en attaque de cette équipe parisienne. On voit Cavani en fin de contrat. Je crois que c'est un bon choix pour Mauro Icardi, d'abord pour lui-même et après pour l'équipe de Paris. Quand on voit cette équipe, du moment où Cavani est blessé, on n'a pas ce buteur-là, même si aujourd'hui Neymar va rester. Je crois qu'on a également tout ce qu'il faut en attaque aujourd'hui au niveau de Paris Saint-Germain pour aller titiller les héros au niveau de la Champions League. Voilà, vous venez de le dire, Choupo-Moting est là, ça fait quand même 3 buts en 2 matchs pour Choupo-Moting et pourtant on fait venir Icardi. Est-ce que tout de suite il va falloir mettre Icardi et mettre Choupo-Moting sur le banc? En fait, la réalité c'est que vous pouvez remporter bien sûr la Ligue 1 si vous êtes le PSG avec Choupo-Moting
Choupo-Moting, mais la Ligue des Champions avec Choupo-Moting, non. C'est possible. Mais vous-même, vous savez les réalités. Vous parlez du grand Choupo-Moting du PSG, qui a marqué 3 buts en 2 matchs. De Choupo-Moting, pas du grand Choupo-Moting quand même. Mais avoir un joueur, un numéro 9 comme Mauro Icardi au sein de votre attaque, pas seulement pour faire peur en Ligue 1, mais aussi envoyer un signal fort à toute l'Europe que vous êtes le PSG, que vous êtes prêt. Même en l'absence de Edinson Cavani, vous aurez un numéro 9 qui pourrait bien répondre si nous nous référons au match. Récemment, au match de Ligue des Champions la saison dernière face à Manchester United avec ses gamins, si je peux me permettre, avec l'absence d'Edinson Cavani qui est un attaquant vraiment rigueux qui apporte beaucoup physiquement et qui marque bien sûr des buts. Il n'y avait pas cet attaquant-là qui pourrait faire mal et faire douter la défense mancunienne. Kylian Mbappé a assuré, mais n'a pas beaucoup bougé cette défense-là. Donc, avec Cavani qui prend aussi de l'âge et avec son absence, avec Mauro Icardi, que ce soit dans les airs ou balle au pied ou face à face avec le gardien, vous êtes sûr d'avoir au moins une occasion sur 2. Un but sur 2. Icardi, c'est aussi Wanda, le couple sulfureux. Peut-il mettre le feu au Paris Saint-Germain? On connaît ce couple-là pour tout ce qu'ils font, tout ce qu'il fait. Je pense que c'est un couple difficile à convaincre. Voilà d'ailleurs pourquoi j'ai envie de féliciter au moins Leonardo sur ce coup. On sait que c'est pas facile avec sa femme Wanda. Ils sont arrivés à convaincre, ou bien il est arrivé à convaincre le couple à accepter de venir au Paris Saint-Germain. Bon, maintenant, ça c'est, on va dire, hors terrain. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que Mauro Icardi puisse justifier la confiance qu'on lui a donnée du côté du Paris Saint-Germain. On l'a dit, on vient de le dire, il a toutes les qualités, il sait marquer des buts, c'est un bon finisseur, c'est un attaquant qui peut à lui seul changer le cours d'un match de football. Maintenant, on sait que c'est difficile, sa femme Wanda, mais c'est un prêt avec option d'achat. On n'a pas pris trop de risques tout de suite. On sait que sa valeur marchande tourne autour de 65-85 millions d'euros. Donc, on verra bien ce que les premiers jours vont donner, les premiers mois, et on va se situer après. Voilà. Au Paris Saint-Germain, on vient de parler des arrivées, mais il y a aussi eu des départs. Areola qui est prêté au Real Madrid. Areola qui représentait quand même l'avenir de ce Paris Saint-Germain, un jeune gardien qu'on envoie finalement au Real Madrid. Messieurs, quelle analyse faites-vous de cette situation? Aujourd'hui, c'est le problème de Paris Saint-Germain. Les joueurs conformes, on les laisse partir et l'avenir est comprometteur. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec ce départ d'Areola au Real, avec le sens inverse, moi, ça m'a un tout petit peu fait mal parce que c'est un gardien sur qui on peut compter au Paris Saint-Germain, en équipe de France. La confiance n'y est pas. Maintenant, il a choisi d'aller au Real. C'est à lui maintenant de relever ce défi-là. Il en est capable. Donc, je crois que pour ce gardien, il est un gardien en devenir. Il continue toujours d'apprendre. Donc, mais les mettre de côté, ceux qu'on a formés au sein de l'équipe même, je crois que ça n'avantage pas trop. Ça ne donne pas une bonne image de cette institution parisienne. Mais c'est le football. C'est le marketing aujourd'hui, ça y est, on va dire que ça coûte encore au Paris Saint-Germain qui ne fait que dépenser, alors qu'un club, c'est ce club qui a quand même des ressources humaines en matière de formation, c'est vendanger ces formations-là. Donc aujourd'hui, moi je crois que Paris Saint-Germain, avec le départ de Areola au Real Madrid, pourquoi pas, il y aura du temps. On a un Français, Zinedine Zidane, il peut lui faire confiance au cas où Thibaut Courtois se blesse, il en aura quand même le temps de faire valoir ce qu'il en est capable. Il n'y a pas qu'Areola. Le Paris Saint-Germain s'est séparé tout simplement de toute sa jeunesse. Weah, Nsoki, Diaby, Nkunku, ils sont tous partis. Le PSG qui sacrifie sa jeunesse et par contre dépense de l'argent pour faire venir d'autres joueurs. Oui, moi ça veut dire que l'intention est clairement affichée, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on la cherche depuis des années et on veut prendre des joueurs capables d'ouvrir cette porte au Paris Saint-Germain. Lorsqu'aujourd'hui, Areola, qui est le gardien titulaire, on peut le dire, du Paris Saint-Germain, est sacrifié entre griffes, on le laisse prendre la direction du Real où il va être numéro 2.
Et là, ça va être problématique d'abord du côté de l'équipe de France. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, lorsque aujourd'hui le Paris Saint-Germain a envie quand même de gagner la Ligue des Champions, de figurer de façon claire sur l'échiquier européen, on va chercher des joueurs plus expérimentés. Le cas de Navas qui est venu et qui a propulsé dehors, j'allais dire, Areola. On a laissé partir des jeunes comme, l'a dit, Nkunku, Weah et autres. Oui, la réponse, vous l'avez donnée. C'est cette ambition-là d'aller chercher le Graal, c'est-à-dire la Ligue européenne des champions. Maintenant, est-ce que le fait de pouvoir laisser partir cette jeunesse et faire venir, on va dire, de l'expérience, des joueurs plus aguerris, est-ce que ça suffit pour aller chercher la Ligue européenne des champions? Ça reste toute une question, parce que là, on a vu Chelsea qui a mis des années pour préparer, on va dire, sa victoire en Ligue des champions. Je pense que pour le Paris Saint-Germain, depuis quelques mois ou bien depuis quelques années, il y a cette ambition-là, mais il manque ce petit quelque chose qui permet ou bien qui va permettre à ce club-là de pouvoir soulever le trophée aux grandes oreilles. À noter que cette saison, il y a eu 9 arrivées. Les Sarabia, les Ander Herrera, les Abdou Diallo et Gana Gueye, tout ce beau monde. Mais j'ai comme l'impression qu'on a de l'argent, on ouvre la vanne, mais on ne contrôle pas ce qu'on fait forcément. Voilà, vous tendez si bien la perche, vous venez de citer toutes ces arrivées, en plus de Navas et de Icardi. Alors Félix, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être le meilleur mercato pour le PSG? Oui, sans doute, mais pas au niveau des joueurs, mais moi je dirais au niveau du directeur sportif. Leonardo, c'est la meilleure recrue de l'ère Qatari. Du Paris Saint-Germain. Oui, parce qu'il avait fait un premier passage. On ne pourrait pas dire que c'est de la grande réussite, mais sur ce mercato-là, il a donné un signal fort et aux joueurs et à toute l'Europe. Je m'explique. Lorsque vous avez... Depuis des années, on reproche au PSG de ne pas être une institution. Parce qu'il y a certains joueurs, précisément les Brésiliens, qui se croyaient à une maison de retraite au PSG. Mais maintenant, avec l'arrivée de Leonardo, on a vu que, premièrement, le PSG n'avait pas ce remplaçant de Thiago Motta. Le PSG n'a pas en son sein un vrai 6, si je peux le dire, un 6 de formation. Oui, Marquinhos avait dépanné la saison dernière, ça s'est passé pas mal. Verratti aussi dépannait, mais avec Idrissa Gana Gueye, vous avez vraiment un 6 à l'état pur. Ander Herrera, il a montré, même s'il a été formé en relayeur, il a prouvé avec la première saison de José Mourinho à Manchester United qui pourrait pleinement assurer ce rôle. Sarabia, ce joueur-là, avec sa technique, ses passes et tout ce que Canet suivi. Et à la fin du mercato, vous faites venir Icardi, le PSG ou Leonardo était obligé de garder Neymar. Parce que, vu tous les recrues que nous venons de citer tout à l'heure, Adam Diallo, si vous perdez Neymar, en plus de ces recrues-là, vous n'aurez pas la même équipe que sans Neymar. Donc, le mercato du PSG, pour moi, c'est la meilleure sur l'ère Qatari. Alors, le meilleur joueur ou bien l'élément principal qu'on a fait venir au Paris Saint-Germain cette saison, on peut dire que c'est Leonardo. Vous partagez son avis, messieurs? On sait qu'il a commencé cette ère Qatari. Il a fait venir des joueurs intéressants à l'image de l'Argentin qui, entre-temps, est parti. Son nom m'échappe. Il a fait venir Verratti. Il a fait venir beaucoup de joueurs qui ont marqué, on va dire, l'histoire du Paris Saint-Germain, comme les Ibrahimovic, comme les Cavani. Donc, Mais il n'y a toujours pas de Ligue des Champions. Non, il n'y a toujours pas de Ligue des Champions. C'est un excellent négociateur, mais il n'avait pas terminé en fait ce qu'il a commencé, parce que lui également n'a pas sa langue dans la poche. Il dit tout ce qui lui passe par la tête, il dit tout. Donc, et ça a froissé un tout petit peu le Paris Saint-Germain. Un homme de caractère? De caractère aussi, on est obligé de se séparer de lui. Il est revenu. Quand il est revenu, on sait que il a voulu tout de suite, on va dire, mettre la pression sur les joueurs. Entre-temps, il a dit à Neymar, oui, s'il veut rester, il reste. S'il veut partir, il part. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a envie quand même de forger
un club, de forger une équipe capable d'aller chercher ce titre, des joueurs intéressants, Gana Gueye, Sarabia, Ander Herrera, on a fait venir également Mauro Icardi, ça on n'en parle pas. Donc je pense que c'est une équipe avec beaucoup de qualité. Je veux citer le gardien allemand Oliver Kahn, il ne suffit pas d'aligner ou bien de regrouper de grands joueurs dans un effectif pour gagner la Ligue européenne des champions. La Ligue des champions, c'est un vécu. Et pour le Paris Saint-Germain, comme on l'a toujours dit, un état d'esprit, il manque un petit détail, un petit quelque chose pour permettre à ce club de définitivement décoller pour aller chercher ce titre. Voilà. On évoque le cas Neymar, partira ou partira pas. Finalement, Neymar reste au Paris Saint-Germain. La question qu'on se pose, quelle saison pour le Brésilien ? Ça sera toujours les mêmes saisons, comme il en a toujours l'habitude de le faire. Même si aujourd'hui il est touché moralement parce qu'il n'est pas parti de l'autre côté du Barça. C'est un Neymar mécontent qui est au PSG. Un Neymar mécontent, entre guillemets, on va dire. Mais une fois qu'il sera sur le terrain, il va donner quand même ce meilleur dont il est toujours capable. Donc je crois qu'aujourd'hui, Neymar, qui a été décrit entre-temps, chassé par les supporters de Paris, il suffit tout simplement d'enchaîner les buts et on va retrouver encore une fois cet amour entre les supporters et Neymar. Mais comment va se passer ce retour de Neymar au parc ? Mais bon, on connaît, c'est une star, c'est quand même quelqu'un qui a apporté beaucoup de visibilité à cette Ligue 1 Conforama en France. Et du moment où il est resté, on aura toujours cette image-là, la bonne bien sûr. Mais est-ce qu'il y aura cette entente-là au niveau du vestiaire quand on sait que voilà, il y a des mésententes au niveau de cet coéquipier? Maintenant au directeur, comme on l'a dit tout à l'heure, Leonardo, de tout simplement faire cette réconciliation. Moi, je crois que Neymar restera toujours Neymar parce que c'est un bon joueur. Une fois qu'il sera sur le terrain, il va couler quand même un bec à ses supporters, à tous ceux-là qui l'ont décrit. Alors, pour boucler le dossier PSG, un dernier tour de table, ma question, est-ce que le PSG peut-il nous faire rêver cette saison ? Oui, Félix. ils ont l'équipe pour et ils ont des dirigeants pour parce que Leonardo a mis les points sur les i. Par exemple, Neymar, on n'aura plus un Neymar fêtard, un Neymar qui va laisser son équipe. On l'espère. Oui, parce que le signal est lancé. On n'aura plus un Neymar qui va laisser l'équipe pour aller fêter l'anniversaire de sa sœur. Oui, mais avec ce PSG-là, on aura un PSG quand même compétitif. Oui, le Paris Saint-Germain, il a toujours les armes pour dominer outrageusement la Ligue 1. Maintenant, sur l'échiquier européen, je ne sais pas ce qui va se passer. À noter qu'ils sont d'ailleurs dans le groupe du Real Madrid. Pour la première phase, ça pourrait passer, mais ensuite, je pense que ça va être compliqué. Maintenant, Neymar doit revoir un peu, on va dire, tout ce qui entoure, j'allais dire, sa vie. Et parce que là, quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, il a été vomi par les supporters. On a lu des banderoles qui affichaient Neymar casse-toi. Et là, il va falloir à Neymar de pouvoir convaincre, de pouvoir remettre ce public-là, ses supporters dans sa poche. En faisant quoi ? En faisant gagner le Paris Saint-Germain, en étant, on va dire, extraordinaire, en tirant l'équipe vers le haut. Autrement, je pense qu'il va connaître une saison compliquée. Oui, le Paris Saint-Germain sur le chiquier européen, je crois que c'est une équipe qui nous a toujours habitués en quart de finale de la Ligue des Champions. Cette situation, on a quand même l'étoffe nécessaire avec des nouvelles recrues. Est-ce que ça peut faire l'affaire ? Attendons de voir. Parce qu'on a eu à invertir par rapport à ces recrutements-là. On a connu tout ce que ça a donné. C'est toujours les quarts de finale. Moi, je ne compte pas trop sur Paris Saint-Germain pour pouvoir aller chercher ce trophée-là. Mais bon, c'est le football. Attendons de voir. Il y a tout ce qu'il faut, tous les joueurs qui ont cette qualité-là. Est-ce qu'on a une équipe ? Pour le moment, c'est la grosse interrogation. Est-ce que le Paris Saint-Germain pourra-t-il nous faire rêver ? On reviendra à mi-saison pour donner une première partie de réponse à cette question. Pour l'instant, on est dans le wait and see. On parle du Paris Saint-Germain, on parle forcément de l'Olympique de Marseille. Messieurs, l'OM, un mercato mitigé, on dira. Parlons d'abord des deux premières arrivées, Dario Benedetto et Alvaro González. Ce sont les deux recrues de ce
ce Marseille. Alors, est-ce que Marseille, aujourd'hui, a déçu sur le marché des transferts? Oui, lorsqu'on prend un peu l'OM Project, qui a été lancé depuis, on va dire, 2 saisons, c'est ça. C'est un peu regrettable lorsqu'on dit, on a fait savoir tout le monde qu'on veut revenir au sommet de la Ligue 1 et puis retrouver l'Europe de façon claire et nette. Depuis, on ne voit pas ce Marseille-là. La preuve, Marseille n'est pas qualifié pour aucune compétition européenne. Donc, ça veut dire que est-ce qu'il faut dire une équipe ou bien un club moyen? Marseille n'est pas à l'image de Marseille. Marseille est devenu un club quelconque de la Ligue 1. Voilà, donc sur ce plan-là, c'est très mauvais. Et on a fait venir Alvaro González de Villarreal. Il semble que c'est un défenseur dur sur l'homme parce que l'année dernière, Marseille a encaissé beaucoup de buts. On a fait venir avec Rami qui est parti du côté de Fenerbahçe. On a fait venir également Dario Benedetto, le buteur argentin. Et sur ses premiers matchs, il a convaincu au-delà du pénalty qu'il a raté. Il a marqué 2 buts et il semble donner, on va dire, un certain espoir aux supporters de l'Olympique de Marseille. Maintenant, dans l'ensemble, c'est un Marseille qui reste quand même trop modeste à mon avis. Si on parle de l'OM Project, Champion Project, ce n'est pas comme ça avec un président, Jacques-Henri Hérault, qui dit nous sommes maintenant un centre de formation, nous ne voulons pas trop investir, on ne va pas faire de la folie, on n'a pas beaucoup d'argent. Et surtout la phrase qui revient tout le temps, on n'a pas beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent et cette phrase a été inculquée également à l'entraîneur André Villas-Boas. Donc ça veut dire que l'OM pour le moment ne sera pas champion et lorsqu'on veut être champion, on met les moyens pour et pour le moment, ce n'est pas ce que Marseille fait. Voilà, on parle de l'Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato, quand le Paris Saint-Germain faisait venir Icardi, faisait venir Keylor Navas, Marseille devrait recruter Valentin Rongier pour remplacer le joueur qui est parti du côté de Fenerbahçe, Luis Gustavo. Eh bien, le mercato s'est refermé sans que Rongier ne signe. Et c'est au lendemain que Marseille a fait signer Valentin Rongier en tant que joker. Marseille a donc grillé son joker quand on sait que tous les clubs de Ligue 1 ont le droit de recruter un joueur de ce championnat au lendemain. Alors, est-ce que Marseille a fait preuve d'amateurisme sur ces dernières heures de transfert? Ah oui, on peut le dire ainsi, un mercato raté pratiquement au niveau de Marseille, qui est quand même un club phare dans l'histoire du football français. Aujourd'hui, avec la Champions Project, on ne s'y investit pas comme cela se doit. Est-ce que c'est les moyens qui n'y sont plus? Non, je ne dirais pas. Il y a les moyens. On veut pas tout simplement faire sortir cet argent-là pour aller chercher les grands joueurs. On a 3 recrues. Sur le match de Saint-Etienne, ils ont répondu un tout petit peu. Mais dans la durée ou bien dans la longue, est-ce que ces joueurs peuvent répondre quand on sait que cette équipe marseillaise n'a pas un banc, une profondeur de banc? Dans les compartiments de jeu, ça manque énormément. On n'a pas ces joueurs-là qui ont pied à la matière. Moi, je crois que pour ce mercato, Paris Saint-Germain, plutôt Marseille m'a particulièrement déçu parce que c'est mon club phare, c'est mon club de rêve. Donc, je crois que pour Marseille, c'est un mercato raté. Encore une saison, on va chercher à jouer le maintien parce que pour aller chercher le podium, il faut que ces joueurs-là. Aujourd'hui, on n'en a pas. On va faire avec tout ce qu'on a. Mais là, on laisse partir les expérimentés qui peuvent quand même faire parler de leurs expériences, à l'instar de Rami, Lou Gustavo. La relève, est-ce que cette relève, elle est là? Non. Parce que depuis, Marseille n'est pas ce club-là formateur. Si on me dit aujourd'hui on est un centre de formation, je suis vraiment désolé pour ce président qui dit que Marseille est devenu un club de formation. Non, Marseille a toujours son histoire qui est d'aller chercher l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est une régression par rapport à la Champions Project. Mais non, c'est fait. Pourquoi pas se ressaisir? Je crois que Marseille aujourd'hui, il faut ce directeur sportif-là qui a cette manie d'aller convaincre les grands joueurs. Et on n'en a pas aujourd'hui. Mais bon,
c'est le football. Pourquoi pas, dans les saisons à venir, on retrouvera ce Marseille d'antan là qu'on a connu. Valentin Rongier, que Marseille devrait recruter à 15 millions. Finalement, Marseille paye 17 millions, puisqu'il y a eu 2 millions d'indemnités, parce que les négociations n'ont pas été faites comme il se doit. Et c'est beaucoup d'amateurisme. Quand on dit qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de l'argent, mais finalement, on paye 2 millions comme ça en l'air. Qu'est-ce que ça fait pour les supporters de l'Olympique de Marseille? Oui, ça montre combien de fois ces dirigeants ou ces décideurs manquent de professionnalisme, pourquoi pas de compétences, parce que vous voyez Luis Gustavo partir et vous n'avez pas pris la décision à chaud pour le remplacer. Il fallait activer le joker, comme vous venez de le dire, pour faire venir Rongier. Maintenant, le mercato de l'OM, est-ce qu'il pourrait faire mieux? Moi, je dis non, parce qu'aujourd'hui, comme Franck l'a dit tout à l'heure, l'OM ne participe à aucune compétition européenne. Déjà, c'est problématique. Et depuis des années, on n'a plus l'OM qu'on a eu entre-temps par le passé. Donc, faire venir certains joueurs, ce serait vraiment difficile que des joueurs qu'on aurait voulu y participent à ce projet. Maintenant, ils ont signé Rongier, qui, pour moi, est un bon joueur, mais pas le joueur qu'il fallait à l'Olympique de Marseille pour succéder à Luis Gustavo, parce que Luis Gustavo, c'est un vrai milieu défensif de formation qui pourrait dépanner, qui a eu à dépanner dans l'AS à l'OM, alors que Rongier, c'est un milieu relayeur, même s'il pourrait dépanner en milieu défensif. Donc, ça pose un petit problème en termes de recrutement ou bien en termes de besoin. Casting, oui. Oui, ils n'ont pas recruté en fonction du besoin. Oui, Rongier, c'est un bon joueur, on peut le dire, mais qui n'a toujours pas encore connu de sélection. Il est français, que ce soit avec la catégorie jeune ou avec les Fanions. Donc, ce joueur-là, on espère, on va voir dans ses prestations, voir ce qu'il va apporter à l'OM, contrairement à Benedetto qui a tout de suite confirmé, monté sa fougue en attaque, surtout lors du match face à l'OGC Nice. Il a claqué un but et a été vraiment, vraiment important dans l'animation offensive de son équipe. Un mercato double XL ou même triple XL du côté du Paris Saint-Germain, alors que du côté de l'OM, ça a été un mercato mitigé. Les résultats seront là au cours de la saison et on en discutera. Alors, parlons des autres championnats, toujours de ce mercato. Il ne s'est pas passé grand-chose dans les dernières heures. On attendait Boateng du côté de la Juve. Finalement, il n'a pas signé. Mais si on fait un tour rapide pour parler de ces championnats en Italie, quel club pensez-vous qui a fait les meilleurs recrutements? On peut penser à l'Inter Milan. Juste après l'Inter Milan, la Juve, qui a toujours cette ambition-là de gagner tout. Maintenant, aujourd'hui, l'Inter Milan qui revient dans la danse pour pouvoir recruter ces bons joueurs. On en a eu avec Alexis Sanchez et Romelu Lukaku. C'est quand même les recrues phares de cette équipe de l'Inter. Diego Godin, un bon défenseur également. Donc l'Inter aujourd'hui, qui est dans la Champions League, va encore retrouver ses blasons avec ces recrues-là. Donc moi je dirais tout simplement, juste après la Juventus en Italie, c'est l'Inter qui a fait le coup par rapport à ces recrutements. Alors avec Franck, on met le cap sur l'Allemagne. Oui, avant l'Allemagne, j'ai envie de parler un peu de l'Italie. Pour moi, c'est l'Inter qui a vraiment cassé les choses pour faire venir des joueurs comme Lukaku, comme le Chilien. Oui, Alexis Sanchez. Et puis une troisième recrue qui m'échappe. Donc, ils ont quand même essayé d'aller chercher ces joueurs-là. Et je pense que ça pourrait avoir gain de cause tout au long de cette saison. L'Inter a envie quand même de revenir devant, on va dire... mettre, on va dire, désormais sa patte sur le Calcio. La Juve, c'est vrai, on sait que dans ce championnat, on ne fait pas de folie, donc on a fait l'essentiel. Et quand on parle de l'Allemagne, on a parlé de ce départ raté de Boateng, annoncé du côté de la Juve, qui finalement reste au Bayern de Munich. On parle de Timo Werner, qui a prolongé avec son club 3 ans de plus. C'est un buteur, également Timo
Werner. À part ça, il n'y a pas grand-chose à souligner du côté de la Bundesliga. Sinon, c'est un championnat dans lequel également on ne fait pas trop de folie. On veut toujours se servir des jeunes, former des joueurs qui deviendront grands demain. Donc, voilà un peu tout ce qu'on Pareil peut... en Espagne où dans les dernières heures, il ne s'est rien passé, Félix. Oui, mais au début du mercato, il s'est passé beaucoup de choses en Espagne, notamment avec l'Atlético de Madrid qui a fait du très bon recrutement avec Renan Lodi pour remplacer Felipe Luis. Du côté d'Oria, Karen Trippier qui est venu remplacer Youafran. Et en attaque, ce joyau-là, Joao Félix, qui est venu en remplacement de Antoine Griezmann pour assurer l'avenir de cette équipe de l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone a été, je pourrais dire, n'a pas assuré son mercato parce que le Barça avait besoin de recruter, surtout derrière en défense. Mais ils ont choisi de miser sur Antoine Griezmann, un joueur, un attaquant, et essayer de faire venir. Oui, Frankie de Jong, et essayer de faire venir Neymar. Ce qui pour moi manquait un petit peu de professionnel, mais pour vite rebondir sur l'Allemagne, moi en Allemagne, je pourrais dire le mercato du Borussia Dortmund m'a vraiment impressionné. Thorgan Hazard, Julian Brandt et autres. Donc je crois que cette équipe-là peut concurrencer véritablement le Bayern de Munich parce que la saison dernière, ils ont essayé, mais ont craqué en toute fin en seconde moitié. Donc on ne sait pas craquer encore. Ils vont toujours essayer de craquer à la fin. on l'espère. Les matchs de championnat nous en diront plus sur ces recrutements. Si ce sont de très bons recrutements, c'est un bon mercato pour les uns et les autres. Nous mettons fin à cette première partie de Plateau Foot Europe. Et dans la deuxième partie de ce numéro, nous évoquons les éliminatoires de l'Euro 2020. Les 5e et 6e journées, ça a démarré depuis hier. Et nous allons parler donc de ce match entre l'Arménie et l'Italie. Victoire de l'Italie qui enchaîne une 5e victoire de suite. 3-1 face à l'Arménie. Perotti est passé par là à 2 reprises. Franck Nuyama, l'Italie fait forte impression dans ces éliminatoires. Forte impression de l'Italie depuis le début de ces éliminatoires-là. Squadra Dura, nouvelle génération, 5 matchs, 5 victoires, 15 points, rien à dire. Donc hier, ils étaient menés. Après, ils ont su rapidement égaliser pour prendre le match en leur compte et puis gagner 3-1. Ce serait vraiment une catastrophe de voir l'Italie perdre face à l'Arménie. Donc je pense que c'est le favori naturel de ce groupe-là et l'Italie a bien fait. Il n'y a que derrière la Finlande qui essaie de suivre le rythme avec 12 points. Donc l'Italie est bien partie. La jeunesse de l'Italie parle pour elle ? Oui, c'est un mélange en fait. On va dire il y a des jeunes et puis quelques anciens qui apportent leur expérience. Chiellini est toujours présent, donc je pense que ils font un très bon tournoi et l'Italie sera de la partie en 2020. Voilà. Nous parlons de l'Espagne. L'Espagne, la Furia Roja qui reste égale à elle-même. Victoire sur la Roumanie en déplacement de 2-1. Oui, même si ça a été difficile, on a retrouvé l'Espagne qu'on connaît d'habitude avec le capitaine Sergio Ramos qui a été encore une fois buteur sur cette rencontre-là. Mais face à cette formation d'Arménie, marqué 2-1, on sent en même temps qu'il y a ce manque-là en attaque parce que c'est l'Espagne, c'est une équipe qui possède énormément de balles. Maintenant, on a ce problème de finition, de marquer beaucoup de buts. Face à cette petite formation, entre guillemets, on a marqué 2 buts avec un défenseur qui était là. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un manque au niveau de l'attaque, même si on a aujourd'hui Pablo Alcácer qui a marqué également. Je crois que l'Espagne ne fait plus peur comme avant en Europe parce qu'il y a ce manque au niveau du milieu de terrain de par l'animation avec l'absence d'Isco également. Et en attaque, on n'a pas cet attaquant-là. Même si on a connu des attaquants, aujourd'hui, l'équipe d'Espagne n'est plus cette équipe-là qu'on connaît d'avant. Mais le Père Noël est arrivé plus tôt que prévu. Il y a eu un cadeau pour l'Espagne, ce penalty. Oui, c'était un cadeau. Même si on va dire là-bas que c'est un tout petit peu de la triche. Mais bon, ça fait partie du football. On ne peut que l'accepter aussi, comme ça. Mais moi, personnellement, l'Espagne m'a déçu hier face à cette formation qui n'a rien à perdre. Attendiez mieux de l'Espagne. Bien sûr, quand vous jouez contre ces petites formations, l'Italie, France, qu'est-ce que vous allez faire ? Que ça va donner. Il faut dire que la Roumanie a toujours des problèmes à la Furia Roja et c'était encore le cas hier. Ça n'a pas été du tout facile
pour l'Espagne maîtriser, on va dire, la Roumanie, qui se cherche depuis des années, cette sélection qui... Et les autres aussi travaillent, parce que c'est une équipe qui est en train de renaître. Les écarts sont resserrés, il y a des nivellements de valeur, mais l'Espagne a fait l'essentiel en gagnant aussi, et ça fait 5 sur 5 victoires donc en pas de matchs. problème. Je suis d'accord avec Tengue qui dit que cette Espagne-là ne fait plus totalement peur parce qu'elle n'a plus cette vista. Il fallait tout simplement voir l'effectif d'hier. Ouais. Donc voilà. Suite de ces matchs, de cette 5e journée, ce vendredi, le gros choc, Allemagne-Pays-Bas, messieurs. Félix, on attend beaucoup de ce match, Allemagne-Pays-Bas. Oui, parce que la dernière rencontre entre ces deux nations, celle sortie par une victoire des Pays-Bas pour se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations et rétrograder l'Allemagne en Ligue B. Donc, l'Allemagne a obligation de montrer la tête face à son adversaire du jour parce que en vue de leur piètre prestation, si je peux me permettre, si je peux le dire, en Coupe du Monde, il va falloir qu'ils rebondissent vraiment parce qu'ils ne sont pas totalement à l'abri dans cette poule-là. Ils sont deuxième, si je ne me trompe pas, et les Pays-Bas sont troisième. Donc, ce match-là serait un match capital pour les Allemands. Les Allemands. Des Pays-Bas retrouvés face aux Allemands. Oui, je pense que c'est un groupe qui est totalement ouvert avec l'Irlande en tête, 12 points avec tous les matchs disputés. L'Allemagne a un match en retard, les Pays-Bas a 2 matchs en retard, donc tout est encore possible donc, pour ces deux pays. Et ce match de ce soir à Hambourg va être extrêmement important pour la Nationalmannschaft, de même que pour les Pays-Bas qui ont 3 points et qui ont envie vraiment de revenir sur l'Allemagne d'abord et puis après sur l'Irlande. Donc ça reste un match difficile pour les deux nations et Félix l'a dit, l'Allemagne ces derniers temps ne fait plus peur avec une Coupe du Monde catastrophique. Voilà. C'est deux pays qui se connaissent parfaitement. 28 rencontres depuis 1910 avec un avantage pour les Allemands. Donc on verra ce soir. Sera là. Oui, on verra ce soir. D'accord. Match à suivre à partir de 18h45. On aura également un match intéressant entre Saint-Marin et la Belgique. Demain samedi, l'Angleterre reçoit la Bulgarie. La Bulgarie, oui, depuis un moment, se relance, est en transition, mais face à l'Angleterre, qui ces derniers temps frappe fort sur tous ces matchs. Oui, quand vous avez une équipe en construction, à l'instar de la Bulgarie, et que vous jouez une élimination de l'Euro face à un gros qu'est l'Angleterre, on ne peut que se donner. Maintenant, est-ce qu'ils ont quand même ce moyen-là d'aller titiller cette formation anglaise qui, aujourd'hui, a retrouvé une équipe, on va dire, avec ses jeunes joueurs? Moi, je vais dire sur cette rencontre que l'Angleterre a quand même archi favori sur cette rencontre parce que la Bulgarie, ce n'est pas une équipe qui fait peur. L'Angleterre a quand même une histoire à marquer, même si c'est une équipe qui ne remporte plus des titres depuis longtemps. Il faut maintenant fait peur aux adversaires en écrasant ceux-là qui sont entre guillemets des petits. Je crois que Bulgarie, attention, on peut avoir quand même un score très très lourd. Depuis 2-3 ans maintenant, l'Angleterre dans les éliminatoires fait toujours un parcours plus qu'honorable, un excellent parcours on dira. Donc attention ce soir à la Bulgarie. Alors on suivra avec attention ce match entre la Serbie et le Portugal de Cristiano Aveiro Ronaldo. On sait que le Ballon d'Or est toujours en vue et ça passe aussi par ces éliminatoires. Oui, le Portugal a aussi des matchs en moins. Et cette nation-là qui vient d'être sacrée, première nation à avoir gagné la Ligue des Nations. Donc, ils ont toujours la tête haute. Ils ont envie de continuer par marquer l'histoire et de continuer, pourquoi pas, chercher un second euro. Voilà, Franck, ce match entre la Serbie et le Portugal de Ronaldo. C'est un match important, mais on sait que dans cette équipe serbe, ces pays de l'Europe de l'Est ne se laissent pas marcher sur les pieds. Donc c'est un match important pour le Portugal. Ces genres de rencontres sont très très importantes dans la course au Ballon d'Or. Il faut faire des résultats, il faut prouver, il faut vraiment montrer qu'on est toujours au sommet. Donc c'est un match particulièrement important pour
Cristiano Ronaldo, le joueur de la Juve. On verra bien ce que ça va donner, mais attention, c'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est sûr. On a une équipe portugaise qui, aujourd'hui, sur deux rencontres, n'a pas de victoire. Avec Thiago Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo et le João Félix, on a quand même une équipe portugaise qui peut faire la différence. À peine, mais bon, attention, on a un grand Cristiano Ronaldo qui veut toujours aller chercher ce ballon d'or là. Je crois que sur cette rencontre, ils n'ont plus droit à l'erreur. S'ils veulent bien sûr participer à l'Euro, n'oublions pas, ils sont quand même les détenteurs du trophée. La France, championne du monde, qui reçoit l'Albanie. On sait bien que cette équipe de France sera privée de certains cadres. Hein. Pogba, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté. Trois pièces maîtresses qui seront pas là. Alors messieurs, comment analysez-vous, entrevoyez-vous ce match entre la France et l'Albanie? La France a toujours des joueurs. Si vous voyez les absents que nous venons de citer, jetez un œil sur les joueurs de qualité qui viennent en remplacement de ces joueurs. Matteo Guendouzi, qui est titulaire en cet instant à Arsenal, qui est un bon joueur qui a énormément de qualité. Aujourd'hui, la France a un vivier de talent que même si, en l'absence de ces cadres que nous venons de citer, peut quand même passer l'Albanie. Voilà, Albanie, parlons plutôt de ces jeunes qui sont convoqués pour la première fois en équipe de France. Jonathan Ikone, Matteo Guendouzi, oui, c'est pour... ils ne sont pas forcément attendus. C'est après les blessures des joueurs comme Mbappé, Pogba et autres qu'ils sont là. Donc, certainement qu'ils vont saisir leur chance. Jonathan Ikone est en train de faire ses preuves du côté de Lille. Matteo Guendouzi, un joueur, un milieu de terrain assez atypique, mais très, très, très intéressant. Un joueur effacé hors du terrain, mais lorsqu'il est sur la pelouse, il n'a peur de personne. Donc, 20 ans déjà, c'est un rêve qui est en train de se réaliser pour ces jeunes joueurs. Donc, je pense qu'ils sont là pour apprendre, apprendre à gravir les échelons. On ne peut pas dire qu'ils seraient titulaires ce soir ou bien demain, j'allais dire, mais ils méritent quand même d'être là. Et puis, France-Albanie, je ne veux pas dire un match facile, mais bon, la France a quand même les moyens de gagner. Mais là, attention, l'Albanie est quatrième avec 6 points. Ça veut dire qu'il y a de la valeur aussi là. C'est la particularité de Deschamps qui fait bousculer un tout petit peu la hiérarchie en faisant appel à ces jeunes joueurs avec l'absence de certains quarts d'or. L'Albanie, on l'a dit tout à l'heure, une équipe qui a déjà des points. Est-ce que ça va être un match facile? Non, ça va être un match difficile quand on sait que voilà, la France aujourd'hui, avec ces nouveaux joueurs, on n'a pas cette équipe-là, même si on retrouve le retour de Tolisso. Pourquoi pas au milieu de terrain, ça peut apporter. Mais face à cette formation de l'Albanie, ça va être très très difficile parce qu'on n'a pas encore la cohésion nécessaire en faisant appel à ces jeunes joueurs. Le premier baptême de feu, est-ce qu'ils seront en même temps lancés dans la bataille? C'est une interrogation, mais au final, la France va passer avec ce score truqué, on va dire. La France doit passer puisque la France n'a plus droit à l'erreur. Donc, on suivra bien avec attention ce match. France-Albanie. Dimanche, on aura Finlande-Italie. Puis lundi, le match entre l'Irlande du Nord et l'Allemagne. Ça va être compliqué pour l'Allemagne puisque c'est l'équipe qui est en tête de ce groupe. C'est tout pour les éliminatoires de l'Euro 2020. Nous faisons la pause et derrière, nous évoquons le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands joueurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Le débat des spécialistes, messieurs.
ça tourne autour des prêts. On a remarqué que lors de ce mercato, il y a eu beaucoup de prêts, des joueurs qui ne sont pas enrôlés ou qui ne s'engagent pas véritablement avec les clubs, mais sont des prêts. Alors, est-ce la nouvelle astuce à la mode chez les géants pour contourner le fair play financier, parce qu'on sait bien que il faut être en règle avec le fair play financier pour ne pas se faire taper sur les doigts. Alors, c'est ce qui explique autant de prêts lors de ce mercato, Franck? Oui, ça peut être une astuce pour éviter, on va dire, d'avoir le fair play financier derrière le dos. On sait que les grands clubs ont envie au même moment d'avoir des grands joueurs et tous les joueurs qui sont bons. Maintenant, il n'est pas permis de dépenser jusqu'à un certain niveau ou bien de dépasser un certain niveau. Il faut respecter les règles financières. Donc, ça peut être une astuce pour contourner un peu ces règles compliquées du fair play financier. Mais en même temps, les prêts, parfois, c'est d'avoir des joueurs à qui on a confiance, mais on voudrait avoir plus de confiance, le voir grandir. Si c'est bon, on garde. Si ce n'est pas bon, on le laisse partir. Comme donc, le cas de Coutinho au Bayern de Munich. Voilà, donc je pense que ça peut être une astuce. Et puis, voilà, c'est des dispositions que ces clubs-là sont en train de prendre pour ne pas peut-être avoir des joueurs qui ne sont pas bons sur le long terme. Oui, quand on parle de joueurs qui ne sont pas bons sur le long terme ou des joueurs qu'on veut essayer, vous pensez qu'on veut essayer Coutinho au Bayern Munich? Non, je ne crois pas. Je crois pas parce que c'est un joueur qui a été mis sous côté avec la pression. On ne lui fait pas cette confiance-là. Quand on n'a pas la confiance, on cherche à aller voir ailleurs. Maintenant, il a fait avec ce prêt-là. Est-ce que c'est la meilleure des manières? C'est que le Paris Saint-Germain aussi voulait de Coutinho. Donc, tout le monde veut des bons joueurs. C'est un très bon joueur. C'est l'argent ou bien le règlement qui interdit quand même cette façon de procéder, de ne pas dépasser un certain nombre d'argent dépensés. Et c'est la nouvelle mode, on va dire. Quand nous prenons le Real Madrid, c'est l'équipe qui a le plus prêté de joueurs cette saison, avec Chelsea qui s'en est suivi l'année dernière. C'est pour permettre à ces joueurs-là qui n'ont plus de temps de jeu, qui veulent jouer et qui acceptent d'aller dans d'autres clubs. Maintenant, c'est quand même un fléau qui mine les clubs, parce que quand vous laissez partir ces jeunes joueurs, une fois qu'ils se sentent à l'aise de l'autre côté, ils ne veulent plus revenir. Et ça met en dérive votre club. Et ça passe par également la formation. Quand vous formez des joueurs, c'est pour pouvoir jouer en équipe A. Et maintenant, on les prête une fois qu'on les a prêtés. Est-ce que j'aurais encore cette envie de revenir jouer du moment où je me sens à l'aise de l'autre côté? Non. Donc moi, je crois que les prêts, ce n'est pas tout à fait une bonne image pour le football. Mais bon, on ne peut que l'accepter parce que ça fait partie du business footballistique. Donc les Européens nous ont habitués à tout, donc on l'accepte comme ça. Aujourd'hui, la FIFA se voit contournée, parce qu'avec tous ces prêts, on a assez de grands joueurs dans son équipe, mais sans dépenser autant pour ne pas se faire sanctionner par la FIFA. Par exemple, Mauro Icardi qui arrive au Paris Saint-Germain sous forme de prêt. Oui, voilà. Dans le cas dans lequel je viens de parler, mon confrère, ça concerne notamment les jeunes joueurs ou des joueurs en devenir ou des joueurs qui ne sont pas encore des top players. Quand les jeunes joueurs se font prêter, on comprend, c'est clair. Oui, voilà. Mais maintenant, dans ce cas, regardez un joueur comme Mauro Icardi, ou bien la demande du FC Barcelone au Paris Saint-Germain pour se faire prêter Neymar, ça montre que les clubs veulent être un petit peu plus intelligents que la FIFA. Que la FIFA, ouais, parce que le Barça a déjà dépensé 120 millions. l'UEFA, si vous voulez. Oui, le Barça a déjà dépensé 120 millions, plus 75 millions pour Frenkie de Jong, pour avoir Griezmann et Frenkie de Jong. Donc, débourser encore 200 millions pour Neymar, vous allez passer sous les sanctions du fair play financier. Donc, c'est une façon intelligente. On envoie 2 joueurs, on prend Neymar, on donne un peu d'argent. Et c'est bon. Voilà, c'est une façon intelligente parce qu'aujourd'hui, dire que Mauro Icardi, que l'Inter de Milan a prêté Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, c'est... comment je pourrais dire? C'est inexplicable. On ne peut pas expliquer que oui, le PSG veut
tester un joueur comme Maru Icardi. Non, c'est de la ruse. Mais pour revenir sur le cas de Coutinho au Bayern de Munich, oui, le Bayern de Munich a beaucoup dépensé parce que le fair play financier s'applique lorsque vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Le Bayern de Munich a beaucoup dépensé, notamment en défense centrale avec Hernandez et Pavard. Mais Coutinho, c'est un joueur que depuis son départ de Liverpool n'est pas au top de sa forme. Alors qu'au Bayern de Munich, nous savons tous que le Bayern de Munich est un club qui n'aime pas beaucoup dépenser sur certains joueurs, alors qu'ils sont un petit peu intelligents dans leur façon de recruter. Le Bayern de Munich ne peut pas prendre le risque de débourser en même temps 120 ou 110 millions sur Philippe Coutinho, qui n'est pas au top de la forme qu'on connaissait à Liverpool. Donc ça a été peut-être plus facile pour le Bayern parce que le Barça voulait se débarrasser de Coutinho. Alors Franck, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'UEFA doit revoir sa copie par rapport au prêt? Bon, par rapport au prêt, je pense pas que l'UEFA ait quelques contraintes à imposer à ce niveau, parce que là les clubs ont le choix par rapport à leur politique financière, par rapport à ce dont ils disposent dans leur budget. Il y a déjà les contraintes au niveau du fair play financier. Maintenant, on peut plus... Finalement, le fair play financier n'aura plus d'effet. Bon... ça garde son effet. Parce que là, si on prend par exemple aujourd'hui le Barça, le Real, le Bayern et d'autres clubs, le Paris Saint-Germain, c'est des clubs qui ont les moyens, qui peuvent aller au-delà de ce qu'ils gagnent pour avoir des joueurs. Maintenant, il faut les canaliser pour ne pas totalement pénaliser les petits budgets. Donc, je pense que le fair play financier a toujours ses contraintes. Maintenant, les clubs ont aussi leur, ruse ou astuce pour contourner un peu, mais ils sont toujours canalisés. C'est ça qui est important. Anas PM me fait signe de l'autre côté que c'est bon. On doit mettre fin à ce numéro de Plateau Foot Europe. Un dernier tour de table. Félix, voilà, merci d'être passé. Oui, merci à la Radio Sport FM. Voilà, merci également à Franck Nounyama. Ça a été un plaisir. Et Tchevi Tengue qui était également là en studio avec nous. Merci à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Était à la mise en onde Anas PM. Je suis Ezekiel Ayataï. Merci d'être resté en notre compagnie. Au prochain numéro.